Caen rayonne normand. Alors c'est vrai que Caen a un rayonnement international, on le dit depuis tout à l'heure. L'image de la ville est présente partout, y compris en Chine. Et oui, beau reportage signé France 3 Caen. Caille est venu pour apprendre le français. Il s'est inscrit à l'université de Caen en septembre dernier et réside dans la cité universitaire d'Hérouville-Saint-Clair. Caille et son ami Haijing viennent de mégalopoles chinoises. Alors la comparaison avec les villes normandes est plutôt radicale. Par rapport en Chine, ici c'est trop petit. En Chine, je n'ai pas vu beaucoup de ciel bleu. Les deux étudiants chinois s'accommodent peu à peu à la vie caennaise. Direction le centre-ville pour un après-midi sous le ciel bleu bas normand. Déjeuner au restaurant chinois. Difficile parfois de changer ses habitudes. Normand, ce n'est pas très... Ce n'est pas habitude, oui, c'est habitude. En Chine, on mange comme ça. Oui. Ce qui ne les empêche pas d'avoir goûté les spécialités locales. Le fromage est un peu fort. Oui. Comment il s'appelle, vous savez? Camembert, pois l'évoque et les varros. Pour terminer la journée, Caille, Haijing et leurs amis se retrouvent au château de Caen. Mais l'endroit ne leur évoque pas vraiment Guillaume le Conquérant. Ce que j'aime ici, c'est au niveau historique, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce que j'adore ici, c'est le mémorial. J'ai adoré, c'est vraiment bien organisé. Et, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut apprendre beaucoup, surtout ce qu'on ne peut pas apprendre chez nous. En Chine, c'est pas tellement détaillé comme ça. Quand j'étais au lycée, on a appris l'histoire de cette histoire. C'est pour ça, ce mot-là, qui est impressionnant pour moi. Il restera un semestre aux étudiants chinois pour découvrir la région et acquérir un français plus que parfait. Étonnant, hein? Alors pour cette première table ronde, on accueille tout de suite Pascal Buléon, qui est géographe, Jean Calvart, qui est président du Conseil économique, social et environnemental, ne l'oublions pas, de Basse-Normandie, et Yves Goasdé, qui est le député-maire de Flers. Alors pour cadrer le débat succinctement, disons que Caen rayonne comme tête de réseau des villes petites et moyennes. Caen rayonne pour ses spécialisations en recherche, en formation supérieure, pour son industrie, la culture et le tourisme. Excusez, je ne ris pas en même temps que vous, parce que moi, je n'ai pas le temps de regarder. Et Caen est également porteur d'un héritage et de valeurs qui sont liées à la Deuxième Guerre mondiale et au débarquement. Voilà, j'ai tout dit. Alors, Pascal Buléon, on va commencer par vous. Vous êtes également directeur de recherche au CNRS. Vous menez des travaux sur les relations espace et société. Vous pouvez nous situer Caen en quelques chiffres en termes de structure démographique, notamment? Oui, d'abord la taille. C'est une ville moyenne en Europe. Ce n'est pas un défaut, c'est un état de fait. Une ville-centre de 109 000 habitants, dont il faut rapprocher d'ailleurs la taille presque équivalente de Rouen-Ville, qui est de 111 000. C'est une agglomération de 35 communes maintenant, à 246 000 habitants, dans un Calvados à 691 000 habitants, une Basse-Normandie, encore aujourd'hui, à 1,4 million d'habitants, et très vite, une Normandie grande, nouvelle, unifiée, à 3 millions. Et puis, il faut ajouter aussi, du point de vue de la taille, et on en reviendra sur cette question dans le rayonnement, dans sa région, Caen, c'est une des villes en France qui a ce qu'on appelle une aire urbaine, c'est-à-dire une capacité d'influence, d'attraction, les plus importantes de France rapportées au poids de son agglomération. Voilà ce qu'il en est pour la taille. Alors ça, ce sont des chiffres en termes de dynamique, ça donne quoi? Eh bien, ça donne plutôt des bonnes choses, parce qu'il y a, et je crois que les gens qui sont dans la salle peuvent beaucoup en témoigner dans leurs activités professionnelles, les 30 dernières années, pour prendre un peu large, mais les 10 ont accéléré les choses, il y a une vraie dynamique dans cette agglomération, un terreau s'est créé, en particulier, je pense qu'on va en voir des éléments tout à l'heure, un petit écosystème d'innovation qui favorise du développement entre de la recherche, des entreprises. Et c'est précieux, un petit écosystème comme ça. Toutes les régions d'Europe et du monde n'en ont pas. Et puis, deuxième élément de dynamique, mais qu'aussi un état de fait, qui est une mesure attestée depuis une trentaine d'années en Europe, du point de vue de la culture et de la recherche, mesurer cette agglomération est plus riche, plus forte, plus haute que sa taille ne pourrait le laisser attendre par rapport à ses homologues européennes.
Alors, 25 000 étudiants, hein, on ne le répétera jamais assez, l'université de Caen est très dynamique à l'échelle régionale. Est-ce que sa notoriété dépasse la région normande? Bon, on a vu que les Chinois n'y sont pas insensibles, mais c'est peut-être un épiphénomène, quoi. Il y a pas que les Chinois. Ce n'est pas du tout un épiphénomène. Non, pas du Alors, tout. d'abord, il faut rappeler aux participants nombreux à cette soirée que la France, de manière générale, attire les étudiants dans le monde. Les États-Unis en attirent beaucoup, l'Angleterre en attire beaucoup, mais la France est très vite là. Et dans les universités françaises, l'université de Caen, qui est, comme sa ville, moyenne en taille, mais on reviendra pour des points d'excellence, attire aussi, et ce n'est pas nouveau, dans les années 60-70, il y avait d'importantes communautés d'Afrique francophone dans les premières, du Maghreb, et maintenant, on le voit, de la partie asiatique du monde. Donc c'est une université qui, avec ses atouts précieux, avec sa taille moyenne, attire et rayonne. Donc il y a cette attractivité d'université, des points très forts en physique qui sont... La caractéristique d'une université comme Caen, c'est pas des grandes tailles, pas des grandes masses, mais des points d'excellence et de niveau mondial. Il y en a en physique, il y en a dans les matériaux, il y en a dans les sciences humaines et sociales, il y en a dans les neurosciences ou dans la biologie, on le verra. Et puis, elle rayonne aussi du point de vue de la mémoire culturelle et de la littérature. Vous dites que l'héritage culturel de Caen est supérieur aux autres. Aux autres, je ne dirais pas aux autres. Je dirais que de manière générale, la Normandie, c'est une grande région de culture et dans l'histoire culturelle européenne, c'est en particulier une grande région de l'histoire du livre. Et que dans cette grande page historique, Caen a un rôle majeur. Depuis l'histoire profonde des abbayes, depuis l'histoire profonde de l'imprimerie, depuis la fondation des académies littéraires et scientifiques, dont il faut le rappeler qu'elles ont été fondées dans les mêmes années que celles de Paris, jusqu'à hier encore récemment, c'est-à-dire les fêtes d'une génération qui est encore avec nous, j'en suis content, on verra tout à l'heure. La dynamique de la reconstruction, c'était une des grandes villes du théâtre des années 60. C'est aujourd'hui le creuset de beaucoup de créations musicales, d'art et encore du livre. Et puis, majeur, du culturel universel, et ce lieu en est le témoignage de réflexion profonde, de témoignage au sens large sur la guerre, la paix, les valeurs de la démocratie. Et c'est un magnifique passage de témoin pour les prochaines générations, et c'est ça un des atouts et un des apports que peut donner Caen dans ce grand pas qui va être franchi. Merci Pascal, on vous retrouve dans quelques instants. À vos côtés, Jean Calvart, le président du Conseil économique, social et environnemental de Basse-Normandie. Vous connaissez bien la région, vous êtes ici depuis 82, c'est ça 81 même. Même 81, voilà. Vous avez tout vu. 1er janvier 81. Alors, en 2011, vous avez publié un rapport qui évoque le réseau des villes moyennes de Basse-Normandie. Ce type d'organisation, c'est une spécificité de l'ouest de la Normandie, hein. Oui, c'est même une spécificité de l'ouest de la France, ouais. Mais notamment de l'ouest de la Normandie. Il y a une vingtaine de villes, on en a recensé 19 exactement, 20 avec nos gens le Rotrou qui a une influence sur la Basse-Normandie mais qui n'est pas chez nous. Non. De villes qui font dans à peu près 15 000 habitants dans leur bassin et 4 000 emplois. Et au total, c'est un tiers des habitants de Basse-Normandie qui vivent dans ces villes. Alors, Sud-Flair, parce que par exemple, dont on va reparler tout à l'heure. Là, mais c'est Saint-Lô, c'est Granville, c'est Coutances, c'est tout un réseau de villes. Et l'objectif que l'on avait, c'était de regarder quel était leur avenir. Ouais. Et on a vu dans une analyse prospective que les scénarios pouvaient être extrêmement négatifs comme tout à fait positifs. Et c'est ça qu'on a voulu présenter aux différents maires des villes, notamment à une association de ces villes-là, dont le créateur est dans ces salles, qui s'appelle le G7. Je n'ai pas vu le dessin. Non. Et on est un peu frustrés, nous, hein, mais bon, il faudra nous les remettre plus longtemps. Donc, l'ensemble de cette association Vous risquez de nous de villes, déstabiliser là, dans le discours. Hein. L'ensemble de cette association de villes a pris un petit peu son destin en main. L'idée est de faire en sorte que ce ne soit pas des îlots dans une ville, mais un véritable archipel qui fonctionne avec chacun ses spécificités et tout ça autour d'une capitale qui les aide en la matière. Alors, depuis quelques mois, vous travaillez sur la recomposition régionale et les conditions de sa réussite. A priori, vous êtes plutôt, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, pour un partage des fonctions métropolitaines entre Caen, Rouen et Le Havre, c'est ça? Voilà, alors on a réfléchi sur l'idée, non pas de se poser la question, la fusion de la Haute et de la Basse-Normandie est-elle une bonne chose? Ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était comment rendre bonne cette décision. C'est-à-dire quelles étaient les conditions pour que cette décision, qui sera applicable au 1er janvier prochain,
soit bonne. Quelles seraient les modalités alors, de la mise en œuvre de ce partage? Pour nous, il y a deux conditions. D'abord, il faut un projet. Alors ce projet, on a pu l'établir parce que depuis que l'ancien président de la République avait lancé ce projet Grand Paris, quel talent. Vous pouvez l'applaudir. Ouais. On a donc eu ce projet de LNPN, autour de la LNPN, d'un projet de développement économique qui s'appelait Paris-Vallée de Seine, etc., qui peut fédérer cette Normandie. Donc le projet ne posera pas de problème, même s'il n'y a pas que ça pour la Normandie. C'est un point important qui va fédérer les deux Normandies. Ça, c'est la première condition, faire un projet, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Le deuxième, c'est qu'il faut une organisation territoriale qui, pour nous, présente trois caractéristiques. La première, c'est l'équilibre. On a entendu beaucoup ce mot-là déjà depuis le début. C'est vraiment l'essentiel, équilibre. Le deuxième, c'est bien sûr l'efficience. C'est de l'argent public. Il faut que cette administration, cette organisation soit la plus efficiente possible. Et le troisième, c'est quand même, il y a des critères de type la proximité. Donc la pertinence, la proximité joue. On a la région, les collectivités ont chacun leur public et il faut que les services rendus à ce public puissent se faire dans ce cadre-là. Alors l'équilibre, ça veut dire quoi? On peut parler d'équilibre des emplois. Mais il y a un équilibre beaucoup plus profond qui me paraît être l'équilibre avec la préfecture d'un côté, le conseil régional de l'autre. Et pour nous, les socio-économiques, comme on dit, la société civile organisée, il est clair que Rouen doit être la préfecture, pour des raisons qui s'expliquent, avec la proximité de Paris, la hiérarchie entre le gouvernement... C'est pas un handicap d'être trop proche de Paris, de la capitale? Écoutez, moi j'ai dû faire, dans les 30 ans, passer en Normandie, je ne sais plus, une bonne quinzaine de préfets. Une bonne moitié habitait Paris. Hein. Ouais. Donc, ce n'est pas un handicap, hein, puisqu'ils viennent pour ça. Ouais. C'est donc peut-être même un avantage de ce point de vue-là. Et puis... s'ils viennent que pour ça, c'est peut-être pas bon non plus. Mais un préfet fonctionne avec le gouvernement. C'est le représentant du gouvernement sur le territoire. Donc, c'est quand même non seulement logique, mais nécessaire. Hein. Et puis, la région, le conseil régional, pour nous, à Caen, pour des raisons justement de proximité et surtout pour des raisons d'éloignement, finalement, et de partage entre la Haute et la Basse Normandie. Il faut qu'il n'y ait pas de gagnant, pas de perdant, il faut que chacun y trouve, on l'a vu, son intérêt. Et alors, d'aucuns disent qu'il faut que le conseil régional soit près de la préfecture. Moi, je pense exactement l'inverse. Et une fois plus, la société civile aussi. Hein. Je pense même que la région qui est née de l'État, ce sont les lois de 1974 pour l'EPR, puis ensuite les lois de 82 qui ont mis en place un vrai conseil régional en 1986. L'État, finalement, a créé un enfant qui s'appelle le conseil régional. Il a aujourd'hui 30 ans, le conseil régional. À 30 ans, un enfant, ça quitte ses parents. Ça ne les renie pas, mais ça s'en éloigne. Et moi, je suis convaincu que si on arrive à une solution de type la préfecture à un endroit, le conseil régional à l'autre, ce sera un plus pour le conseil régional qui va pouvoir prendre son autonomie vis-à-vis de l'État. Donc, pour moi, non seulement ce n'est pas un handicap, mais c'est même nécessaire pour l'équilibre, mais c'est en plus un plus pour la région. Là, ça a le mérite d'être concret. Alors j'ai une question plus personnelle quand même à vous poser. Hein. Vous avez travaillé avec plusieurs présidents de conseil régional, notamment M. Léon Joseau-Marigné, Michel Dornano. Vous pensez qu'ils auraient accepté la Grande Normandie et la réunification? Le premier président avec lequel j'ai travaillé, il s'appelait, vous devez vous en souvenir, je pense, il s'appelait le docteur Germand. Oui, oui, tout à fait. Alors c'était un vrai Normand. Ah bah lui, c'était un vrai. Il a même été fondateur, je pense, c'était le chantre, effectivement, de la Normandie. Ah oui, oui. Voilà. Alors après, il y a eu l'immense Léon Joseau-Marigné. Oui. Bon, c'est un haut personnage, hein, président de la commission des lois, membre du Conseil constitutionnel. C'était un homme de l'Ouest, je dirais. Il était maire d'Avranches, président du Conseil général, président du Conseil régional. Ah, ça cumulait à cette époque-là. On y allait. Hein. De mémoire, il était né en Anjou. C'était l'homme de l'Ouest. Je ne crois pas l'avoir franchement entendu parler de Normandie. Bon. Pour Michel Dornano, j'ai un souvenir quand même, et je pense que vous y étiez. Alors je ne peux pas la dater, mais si vous recherchez dans les archives de FR3, je me souviens avoir travaillé avec lui sur un discours qu'il prononçait à l'invitation de M. Le Canuet à Rouen, et sur lequel il a dit « Je vais faire », alors à l'époque on ne disait pas le buse, hein, mais je vais proposer la Normandie. Ah. Alors, malicieusement, je pense qu'il était sûr de la réponse à l'époque de M. Canuet, donc il y allait un peu sans risque, mais il l'a fait quand même. Mais il l'avait fait. Vous pourrez retrouver ça dans vos archives. Merci. Merci à vous et bravo. Autre réaction, celle d'Yves Goisset,
le député maire de Flers. Alors, il est député depuis juin 2012. Avec Tinchebray, Mortagne-au-Perche, Bayeux et Flers, vous avez accepté de vous engager dans un pôle métropolitain avec Caen. C'est un vrai choix ou vous vous êtes senti obligé? Oh, on s'est senti obligé, naturellement. Non, c'est un vrai choix. Bah oui, je pense. Oui. Mais je vais vous dire, c'est pas le député qui parle, c'est pas, c'est le maire de Flers. Mais c'est surtout le président d'une association qui existe depuis 20 ans, qu'on appelle le G7, parce qu'on aime bien quand même se pousser un peu du coude, et qui regroupe un maillage assez complet des villes moyennes de Basse-Normandie. Et donc la question s'est posée de savoir quelle serait notre proposition, nos propositions, et quelle serait notre réponse à la proposition qui nous était faite de participer à un pôle métropolitain réseau. C'est quoi un pôle métropolitain réseau? Parce qu'il faut quand même faire les choses simplement. C'est ce qui permet, à distance, sans qu'il y ait de continuité territoriale, et sans qu'il y ait d'exclusivité de compétences, et seulement en payant ce qui doit être payé pour que ce soit fait. Je suis d'accord. Hein. En payant, c'est déjà presque fait. Hein. En payant ce qui doit être... Il va complètement me déconcentrer, ça va être terrible. Et en payant simplement ce qui doit être payé, je disais, de fédérer autour de Caen. Pourquoi fédérer autour de Caen? On a, M. Bullion le disait, on a un maillage très particulier. Caen dépend assez largement de son hinterland et de la Normandie intérieure. Et dans les débats que nous allons avoir dans le cadre de cette réunification, nous allons avoir un débat sur lequel tout le monde sera d'accord. C'est l'avenir de la Normandie maritime. Encore que nous verrons comment sont positionnés les différents lieux. Mais nous allons avoir aussi à parler de la Normandie intérieure, de la Normandie terrestre. Et de ce point de vue-là, nous avons un certain nombre d'atouts, y compris industriels. Le plus grand investissement, je regarde le président de la région Basse-Normandie que je salue, le plus grand investissement fait par la région en matière industrielle, il a été fait à Caligny, à l'initiative d'ailleurs de Philippe Duron qui était là avant. Il a été fait à Caligny, c'est 1500 emplois industriels sur Forestia, un équipementier automobile de rang mondial, et nous les avons conservés, localisés là, créés de la recherche et du développement, créé un centre européen d'essai. Il faut avec qui? Avec l'ENSI. Donc avec Caen. Donc il nous faut des participations, des connexions avec la ville de Caen. Ça n'opposera pas Caen à Rouen ou Rouen au Havre, mais ça nous permettra de rester force de proposition dans un moment où l'attitude la pire serait de se replier sur soi-même et de rejeter les autres. Vous êtes naturellement attiré par Caen, quoi. Voilà, on peut le résumer comme ça. Moi, je suis naturellement attiré par Caen, j'y ai fait mes études, je suis très attaché à Caen. Et cette attirance, ça n'a rien à voir avec l'appartenance politique, effectivement, des élus. Mais sinon je ne serais pas là. Hein. C'est la raison pour laquelle... Écoutez, cette réunion, elle a le mérite d'être suffisamment loin de l'échéance pour qu'on essaye de dire les choses les plus précises et peut-être... je ne parle pas de moi, mais de mon prédécesseur, les moins bêtes qu'on va entendre ce soir. Parce que bientôt, dans la campagne, je crains que nous soyons dans les oppositions, que nous soyons dans les surenchères, que nous soyons, j'allais dire, dans la recherche aux voix. La difficulté, c'est Il ne peut pas y avoir des passerelles entre vous je crois qu'il y en a. Sur des choses qui sont évidentes. Je crois qu'il y en a. Je pose des questions bêtes, là. Non, mais sinon, j'aurais refusé d'être là ce soir, à l'invitation du maire de Caen. Il y a des passerelles de ce type. Il va falloir faire en sorte que nous puissions, dans cette campagne, garder un niveau de réflexion qui soit le plus élevé possible. Il va falloir faire en sorte que dans cette campagne qui va venir, c'est un moment démocratique important, indispensable, nous ne disions pas des choses que nous ne soyons pas en capacité de faire. Je ne vais pas jouer les rabat-joie, mais que se passerait-il pour Flers et pour d'autres villes si le pôle Canet venait un jour à décliner, malheureusement? Ah ben, Flers deviendrait capitale, que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça que ça se passera.
Évidemment, tout amoindrissement, tout affaissement, toute difficulté pour Caen a un effet négatif sur le reste du réseau des villes. Je vais prendre un exemple, celui de la santé. Demain, nous allons avoir un grand chantier en matière de santé. Je sais très bien quels sont les fondamentaux économiques en matière de santé. On va avoir un remaniement des paysages hospitaliers. On a une vraie difficulté de démographie médicale dans toute la région. Et on a demain la reconstruction du CHU de Caen. Si nous sommes en capacité de nous parler, si nous sommes en capacité de regarder les choses d'un peu plus haut que simplement l'endroit où nous sommes élus, alors je crois que nous pourrons faire des propositions intelligentes à l'État et ainsi aider Caen, mais aider aussi les territoires à conserver une offre de soins convenable. Merci à vous. Merci à vous. Pascal Buléon, qu'est-ce qui réunit Caen à l'ensemble des villes de l'ouest de Normandie en 3 mots? On a compris l'argumentation. Oui, en 3 mots, je pense qu'il faut souligner 2 points. 3 mots pour 2 points. Le premier, c'est de saisir l'occasion de cette construction de nouvelles régions pour que Caen soit la tête de réseau. Qu'est-ce qu'Emmanuel nous a fait? que Caen soit la tête de réseau de ce pavage dont nous avons la chance qu'il existe, ce pavage de villes petites, moyennes, et qui a besoin, comme M. Goasdé vient de le dire, d'une tête de réseau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième sur laquelle je voudrais clore, il faut saisir cette occasion, on a vu beaucoup d'éléments, et on va encore en voir, d'une agglomération qui rayonne, qui peut apporter ça, entraîner un réseau de villes moyennes, c'est d'apporter à la nouvelle Normandie la possibilité de regarder avec les lunettes du XXIe siècle et de construire la métropole normande qu'il faut pour le XXIe siècle. Et la métropole normande qu'il faut pour le XXIe siècle se construit nécessairement avec la chance d'avoir 3 villes comme Caen, Rouen, Le Havre, si proches l'une d'entre elles. Il n'y a pas beaucoup de régions en Europe, pas seulement en France, qui sont dans cette situation positive. Alors c'est cette chance qu'il faut saisir, au-delà des tiraillements dont on va voir dans les mois qui viennent qu'ils ne manqueront pas d'arriver, pour peser à l'échelle internationale et pour être à la hauteur des atouts que Caen peut modestement, mais sûrement, apporter à cette corbeille de mariage. Merci messieurs pour la pertinence de vos réponses. Je vais enchaîner avec d'autres témoignages qui restent, vous allez le voir, dans la logique du rayonnement. Alors Paul Langeois est directeur du Festival de musique de Beauregard. Où est-il? Le voilà. Je crois savoir que votre programmation est très internationale. Rappelez-nous un peu en quelques mots comment est né ce festival. Ce festival est né en 2009, on fait notre 7e édition. Il est né déjà d'une passion, puisque ça fait 20 ans que je travaille dans la musique et l'organisation d'événements. Et puis j'avais l'envie de faire un événement sur l'agglomération caennaise, travaillant à Hérouville-Saint-Clair. Et je me devais de le faire à Hérouville, et Hérouville m'a soutenu à ce niveau-là. Et en fait, le public, les festivaliers, ceux qui aiment les festivals, devaient faire 100, 200, 300 km pour aller voir un festival d'été, de plein air. Et j'étais persuadé que j'allais répondre à un manque. Et le pari était gagné, puisque dès la première édition, on a réussi à attirer plus de 20 000 personnes. Alors je suppose que ça n'a pas été facile de s'ancrer facilement comme ça dans le territoire. C'est pas évident, parce que quand on part de zéro sur un festival, il faut arriver. L'objectif était d'attirer des artistes internationaux, de répondre parce que pareil, tout au long de l'année, c'est très difficile d'attirer des grands noms internationaux quand on est sur une agglomération moyenne comme celle de l'agglomération de Caen. Les grands groupes font 2 ou 3 dates en France et vont bien sûr privilégier Paris, Lyon et Lille par exemple, mais on a du mal, nous, à les attirer. Et le fait de faire un festival, c'était aussi l'occasion de les attirer sur notre territoire. Vous savez d'où viennent les spectateurs, le public? On va dire que pour plus de 50%, on est sur un public bas normand. Maintenant, plus le festival grandit, puisque maintenant, l'année dernière, on a attiré 82 000 personnes, plus un festival grandit, plus on attire loin, et maintenant on commence également à attirer les Anglais, les Allemands, les Belges,
commencent à venir. Donc on est plutôt content de ça. On peut dire que c'est un marqueur, entre guillemets, de l'attractivité caennaise ou pas? Alors, oui, bien sûr. Je pense que c'est le rôle d'un festival, c'est tout l'attrait d'un festival, c'est d'essayer d'attirer le plus largement possible toutes les populations et faire qu'on passe un bon moment pendant 4 jours. Donc voilà, cette année, on arrive à attirer des artistes comme Sting, comme Scorpions, comme Lenny Kravitz. Je pense que ça fait que moi 25 ans que je travaille dans la musique, mais je pense que c'est la première fois que sur un week-end, ou une des premières fois sur un même week-end, qu'on attire 3 très grands artistes sur l'agglomération caennaise et Hérouville. Des vraies pointures. Alors je crois savoir que depuis 1 an, la région Haute-Normandie organise en même temps une série de concerts gratuits. Est-ce que ça vous gêne, ça? Alors, on est ouais. au Mémorial de la Paix, donc je ne vais pas déclarer la guerre. Ouais. Vous vous êtes parlé un peu ou... Oui, j'ai tenté de parler. C'est moi qui suis allé vers eux, puisque jamais j'ai été au courant de ça. Donc voilà, la problématique, elle est essentiellement sur la construction. La concurrence est bonne quand elle est équitable. C'est-à-dire que moi, je suis sur un modèle économique totalement différent. On est sur un modèle économique où on est autofinancé à 95% sur Beauregard, et en face, on a un événement gratuit qui est financé par 100% d'argent public. Donc obligatoirement, on arrive à avoir de la concurrence et cette concurrence-là, elle est pas si bonne que ça. Bon, ça va s'arranger, il faudra parler. Hein. J'ai hâte de voir la position. C'est vrai que vous n'êtes pas au même niveau de financement, voilà, c'est ce que vous nous dites, quoi. Ben, non, c'est comme. C'est pas la même chose, quoi. Moi, je suis un privé, donc en face de moi, j'ai un événement qui est gratuit et c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, on est exactement sur les 4 mêmes jours de festival. Moi, quand j'ai choisi le premier week-end de juillet, je l'ai choisi en concertation, en réfléchissant à mes autres collègues qui ont des festivals. Il y avait Papillon de Nuit dans la Manche, qui est sur le week-end de la Pentecôte. Il y avait déjà Sous les Pommiers. Il y avait le festival d'Arsonic dans l'Orne. Et j'ai fait en sorte d'être sur un week-end où je ne gênais personne. C'est dommage de ne pas avoir la même réflexion sur la région voisine. Merci à vous. Merci. Autre témoignage, celui d'Éric Quédou, que voici, qui est cofondateur du festival Les Boréales. Bonsoir. Alors Éric Quédou est enseignant, chercheur en langue, littérature et civilisation nordique. Vous êtes un spécialiste de la culture norvégienne. Le festival est axé sur l'art et la littérature nordique. Pourquoi ici plus qu'ailleurs? Je crois savoir pourquoi. Oui, alors qu'il nous soit permis d'abord de préciser que ça s'inscrit dans tout un contexte. C'est-à-dire que nous avons cultivé ou essayé de développer la culture et les rapports franco-nordiques très tôt. C'est-à-dire que dès la fin de la guerre, le musée de Normandie a été créé. Il a depuis réalisé d'excellentes expositions sur les Vikings, en particulier la dernière qui était révélée quelque chose de tout à fait nouveau. Ensuite a été créé un département d'études nordiques à l'université qui est le plus important de France après Paris. Ensuite a été créée la section norvégienne du lycée de Bayeux. A suivi ensuite l'office franco-norvégien de l'université de Caen qui a permis de faire venir en France des milliers d'étudiants norvégiens et beaucoup d'étudiants français. Il y a eu ensuite les Boréales qui sont nés de l'office franco-norvégien et qui effectivement ont eu un rentissement tout à fait important. Alors, ce que je voudrais préciser ici, c'est que donc les Boréales sont inscrites dans ce contexte. Il nous a permis, je crois, d'être à l'origine de la vague de littérature nordique qui s'est répandue ensuite en France, en particulier avec le roman policier. Tout ça, ça a joué un rôle très important et ça a focalisé l'attention des pays du Nord sur notre ville. Je peux vous dire que en Scandinavie, en Norvège, en Suède, Caen est bien connu dans un certain nombre de milieux. Et je crois que là, nous aurions le point de départ, si on en avait l'ambition, de faire par exemple un centre équivalent au niveau national de coopération franco-nordique. Mais une vraie politique de rapprochement avec les pays du Nord derrière tout ça. Hein, tout à fait, tout à fait. Alors, je voudrais encore donner préciser deux choses. D'abord, je me félicite que la municipalité de Caen soit maintenant disposée à continuer à développer cette politique. En particulier, il est envisagé, je crois,
de jumeler la ville avec la Suède, avec une ville de Suède. J'avais oublié au passage du reste qu'après les Boréales avait été conclu un accord de coopération avec le Hordaland, qui est une importante province de Norvège avec Bergen comme capitale. Ça implique quoi cet accord avec le Alors Hordaland? c'était à l'origine tout à fait un accord de type commercial, culturel, très généraliste, et qui avait finalement amené les Norvégiens à investir la foire de Caen. Mais c'était en 1995, et qu'est-ce qui se passe? Le président Chirac fait exploser la bombe atomique. Aussitôt, les Norvégiens ont plié bagages, et c'est seulement à une date relativement récente que les relations ont pris, en particulier avec l'accueil de classes norvégiennes par la région. Alors, ce que je voudrais aussi préciser, c'est que la BMVR, la Bibliothèque de Caen, a créé aussi un pôle de littérature et de civilisation nordique, publiant une revue également, la seule existant en France, consacrée à l'actualité scandinave. Par ailleurs, je voudrais préciser une chose. Je dois dire que je suis tombé des nues quand j'ai appris que la région de Haute-Normandie avait lancé un projet de création d'un musée viking. Ils ne vous ont pas contacté? Non, parce qu'ils savaient que nous n'avons absolument pas été contactés, ça s'est fait sans concertation. Et alors évidemment, nous avons été scrutés, d'autant plus que nous avons, nous, à Caen, à Hérouville, un projet tout à fait remarquable qui mérite d'être encouragé. Ce projet, d'aucuns parmi vous le connaissent, c'est le projet Ornavik, 10 hectares à côté de Beauregard, du reste, ou à Beauregard, qui sont investis par une équipe d'amateurs absolument passionnés, mais qui en même temps s'est entouré de toutes les garanties. Alors on reconstitue l'habitat du début de la Normandie, en particulier de la période viking, et c'est un musée de plein air qui est en train de se construire, qui a toutes les garanties possibles, puisque le chantier suit un plan élaboré par une agence sur une centaine de pages extrêmement précis. Il y a un conseil scientifique qui réunit les meilleurs spécialistes de la question. Et ensuite... Et puis, je termine aussi, très important. Il va falloir discuter entre vous, là, quand même, là, parce que là, c'est quand même... mais attendez, je termine sur un point quand même. Oui, allez-y. C'est que ce projet a été reconnu au niveau européen. Il fait partie d'une chaîne de 13 pays et d'institutions, et qu'il a été reconnu, et que l'année prochaine, eh bien, l'Assemblée générale de cette association se tiendra à Caen. Donc, de parler, c'est tout à fait d'accord, mais encore faudrait-il qu'à l'avance on soit prévenu, et ça, je dis que c'est un mauvais coup qui a été joué. Bon, on essaiera de réparer l'affaire, mais quand même, nous partons dans de très mauvaises dispositions. Merci. Parfait, merci. Autre témoignage ce soir, celui d'Emmanuelle Delapierre, qui est conservatrice du musée des Beaux-Arts de Caen. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes spécialiste du XVIIe siècle français, vous arriviez du musée des Beaux-Arts de Valenciennes. On peut savoir ce qui vous a attiré ici à Caen? C'est d'abord l'importance du musée, de ses collections, qui classent le musée parmi les 10 musées de région, les 10 premiers musées de région en France. C'est son inscription exceptionnelle au cœur du site du château de Guillaume le Conquérant. Et puis c'est son dynamisme jamais démenti. Il y a une vraie vitalité culturelle ici, hein. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Hein. Oui, tout à fait. C'était un point qui était au moins aussi important pour moi que la qualité des collections, puisque j'ai travaillé plus de 10 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est une région qui a une très très grande densité, un très grand dynamisme culturel, lié à la fois à l'importance des structures culturelles, mais aussi à une espèce de bouillonnement qui est lié à sa position transfrontalière. Et c'était important pour moi de retrouver une vitalité culturelle comparable dans le territoire qui m'accueillerait. Et je la trouve tout à fait ici, dans la mesure où il y a non seulement évidemment un nombre important de structures culturelles, mais surtout d'initiatives. Il y a une capacité à inventer qui est assez rare. Et on l'a vu là, un certain nombre d'initiatives à travers quelques festivals, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ce sont des initiatives qui sont très ancrées dans le territoire et très ancrées dans le temps aussi. Et donc ça, c'est très précieux. Et puis j'ajouterais que cette vitalité culturelle, elle est aussi liée à la circulation des idées, des envies et des publics. Et cette circulation... Ils n'ont pas tout fait pour vous conserver à Valenciennes, hein. Il n'a rien dit. Borloo n'avait rien dit, non? Je ne dirai rien. Non, pardon. je ne parlerai que de Caen. Et donc cette vitalité culturelle, elle est aussi liée à cette circulation des idées, des envies et des publics, qui me paraît très particulière ici. Il y a un témoin qui disait tout à l'heure que Caen n'écrasait pas les autres autour d'elle. Et c'est très net, c'est vrai que parfois les centres urbains créent une forme d'inertie autour d'eux, comme s'ils asséchaient tout ce qui pouvait se créer autour, et ce n'est pas du tout le cas ici.
Vous tissez des liens avec d'autres musées de la région? Oui, bien sûr, même je dirais de la future grande région, puisqu'il y a quand même dans ce paysage 3 musées importants, Caen, Rouen et Le Havre. Et puis sinon un grand réseau important de musées de taille moyenne et petite, mais qui se fédèrent en région, en Basse-Normandie, avec des musées des beaux-arts, mais aussi des musées de société. Et c'est important aussi qu'on puisse créer des liens en transversalité en fonction de disciplines diverses. Et déboucher sur une véritable ouverture. Merci Absolument. de votre témoignage, madame. Dernier témoignage, celui de Stéphane Grimaldi, qui est directeur, vous le connaissez tous, du Mémorial de Caen. Alors, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner sur la notoriété du mémorial et la diversité de son public? On va commencer par ça. Ils ont sur ce site 400 000 personnes tous les ans. L'année dernière, davantage, 35% d'étrangers. Voilà. Mais le 35% d'étrangers est un chiffre assez classique. Alors, avant d'aller plus loin, je crois que vous voulez rendre un hommage à un grand monsieur qui est avec nous dans la salle ce soir et qui s'est battu pour ce mémorial. Et ce n'était pas simple pour lui au départ. Il ne s'est pas battu, il l'a créé. Et si on est tous ici ce soir, c'est grâce à lui. Donc, et je voudrais citer une anecdote à propos de ce monsieur que tout le monde a reconnu, monsieur Jean-Marie Giraud, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Voilà. Un jour, Jean-Marie, c'est public, donc ça n'a rien de confidentiel. Jean-Marie, vous l'avez publié. Le petit-fils de Jean-Marie dit à Jean-Marie Giraud, papy, il l'appelle papy, pourquoi tu as fait le mémorial? Et Jean-Marie a eu cette réponse absolument admirable, qui doit nous guider, qui doit guider tous les directeurs de cette maison, moi comme mon successeur, c'est parce que je sais pourquoi je suis libre. Voilà, c'est une phrase admirable et merci Jean-Marie Giraud. Sans vous, on ne serait pas là. Dites-moi, est-ce que le mémorial est devenu une référence au même titre que les plages du débarquement? C'est pas la même chose, mais... Non, je pense que ça n'a rien à voir. Pardonnez-moi, mais ça n'a rien à voir. Il y a un élément patrimonial qui échappe même à toute forme de propriété, parce que c'est vraiment un élément patrimonial universel. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il raconte? Merci Emmanuel. Non, le mémorial, il a toute sa place sur ce territoire pour expliquer ce qu'a été la bataille de Normandie dans ce contexte de guerre mondiale. Et on ne peut pas dissocier la bataille de Normandie, et pas seulement le débarquement. Moi, je me bats avec d'autres pour qu'on cesse de ne parler que du débarquement, mais qu'on parle de la bataille de Normandie, qui a duré plus de 100 jours, qui a détruit ce pays, qui a tué 20 000 civils, qui a été l'une des plus terribles batailles de la Seconde Guerre mondiale, et bataille sans laquelle l'Europe occidentale n'était pas libérée en 1945. Et donc, le mémorial est là pour expliquer ça. Entre autres choses, il a d'autres missions, d'autres vocations, mais celle-ci est l'une de ses missions. Vous avez beaucoup bougé dans votre carrière. Vous êtes passé en Picardie, qui m'est chère, à Péronne, je crois. Oui. Apparemment, vous avez envie de rester à Caen. Dites-moi pourquoi. Parce que vous êtes sollicité de partout. Hein. Parce que je suis vieux. Non, parce que en fait, je suis arrivé ici pour 3 ans, il y a 10 ans, et puis j'ai pris goût à cette ville, et puis j'ai surtout pris goût à cette maison. Et cette maison a ceci d'extraordinaire, c'est que elle n'a pas de fin. Le mémorial, aujourd'hui, nous gérons 4 différents sites, nous développons dans le monde entier, nous développons aux États-Unis, en Chine, et ceci n'a pas de fin. Et j'espère que rassurez-vous, je parle de mon successeur, mais je ne parle pas demain, enfin, dis-moi j'espère pas être viré demain, mais mon successeur c'est un perpétuel chantier, le mémorial. Et si c'est un perpétuel chantier, c'est parce que cette maison, ce mémorial appartient à cette ville. C'est pas une entité hors sol comme ça. C'est un truc qui appartient profondément au Canet, parce que Jean-Marie Giraud, évidemment,
et parce que ceci raconte quelque chose que peu de gens savent, que peu de gens peuvent même comprendre, ce qui a été la destruction d'une ville, et destruction d'autant plus difficile à raconter que cette ville a été détruite par les Alliés. Donc, très complexe. Et donc, voilà, cette maison est extraordinaire, comme cette ville d'ailleurs. Ne partez pas. Merci Non, pour merci. ces mots forts et émouvants. Alors, à ce stade de la réflexion, on va accueillir un grand témoin qui fait autorité par ses prises de position. Michel Onfray va venir nous rejoindre sur scène. Alors, on ne le présente plus, hein. Docteur en philosophie, il a enseigné dans les classes terminales d'un lycée de Caen de 83 à 2002, avant de créer notamment une université populaire à Caen. Alors, vous nous rappelez un peu comment est née cette université, en quelques mots? Pour aller rapidement, je dirais que quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour des présidentielles, par la grâce du suffrage universel que je défends, je me disais que peut-être il y avait autre chose à faire quand on était intellectuel que de descendre dans la rue en disant le fascisme ne passera pas, voter massivement pour Jacques Chirac, c'était autre chose. Je me suis dit, mais moi je crois beaucoup en Condorcet, qui défendait l'instruction publique, l'éducation populaire, et qui nous disait qu'il fallait bien sûr défendre le suffrage universel, mais qu'en même temps il fallait des citoyens éclairés. Et je me disais, où éclaire-t-on les citoyens? Il n'y a pas de lieu vraiment où on éclaire les citoyens, l'école a cessé de faire ça depuis longtemps. Et donc, je me suis dit, il y a eu un endroit dans lequel ça se faisait jadis, c'était les universités populaires créées par Georges de Herme, que tout le monde a oublié, mais c'était au moment de l'affaire Dreyfus. Et Georges de Herme, qui était un proudhonien, ce que je suis aussi, disait qu'il fallait effectivement lutter contre le racisme et l'antisémitisme, pas par des slogans, pas avec des slogans, pas en insultant les gens, pas en méprisant les gens, mais en les éduquant. En déconstruisant les préjugés. Et je me suis dit, eh bien, démarrons dans cette aventure. Je crée une université populaire tout seul, avec quelques amis, on a démarré au Café Mancel. Et puis on a été soutenu à l'époque par le conseil régional qui était de droite, puis on a été soutenu par le conseil régional de gauche. Et l'aventure est devenue extrêmement importante. On a une quinzaine d'amis qui font des séminaires. On pourrait faire beaucoup plus si on avait plus de subventions, mais enfin, je sais que l'argent public est rare, mais on a plein de propositions, plein de demandes. On ouvre un séminaire sur... enfin, peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'on va ouvrir, mais je veux dire, il y a un nombre de séminaires qui nous permettent de penser le réel. Cette année, on a ouvert un séminaire sur l'islam, justement pour arrêter de dire n'importe quoi sur l'islam et penser ces questions-là. Donc ça a été créé comme ça en 2002, année palindrome, et nous sommes à notre 13e année. Alors cette université, comme l'université du goût chez vous dans l'Orne, mais dans un autre répertoire, c'est un vrai facteur de rayonnement, ça affirme la position de Caen, capitale culturelle de Normandie, on peut le dire comme ça ou pas? Enfin, on ne peut pas le dire comme ça, mais je veux dire que quand je fais des conférences au Japon, en Australie, en Amérique du Sud, aux États-Unis ou sur des campus américains, on parle de l'université populaire de Caen. Et de fait, elle est connue et on pourrait regarder, faire une espèce de cartographie des universités populaires en France avant 2002, ça n'existait pas. Il y avait quelques anciennes universités populaires dans l'Est de la France, mais qui étaient payantes. On est tous bénévoles et gratuits à l'université populaire, personne n'est payé pour un cours donné. Moi j'ai démissionné d'Éducation nationale pour ça, je vis de mes droits d'auteur, je ne suis pas payé. Et il y a aujourd'hui un certain nombre d'universités populaires en France, elles se sont presque toutes constituées à partir de celle de Caen. Donc c'est la matrice Caen, je dirais. Et je pense qu'il y a quelque chose qui procède de Caen, enfin l'aspect fédératif, l'aspect fédération aussi au sens Révolution française, parce qu'il y a une façon de faire la révolution qui est non violente, sans violence, par l'exemple. Et un tas de gens ont créé depuis des universités populaires un peu sur le même principe et ça contribue à un rayonnement, mais on a vu combien il y avait une richesse et nous contribuons, je contribue à cette richesse autant que faire se peut. Alors on va recentrer le débat. La vision de la Grande Normandie, est-ce que ça vous séduit? J'ai pas l'impression. Si, absolument. Si? Ah bon? Et j'ai été convaincu par Laurent Beauvais, qui est un ami depuis très longtemps, et qui, parce que moi au départ j'étais plutôt bas normand, comme Emmanuel. Oui, donc je vous pose la question parce que vous dites souvent il y a une identité. Vous dites souvent il y a une identité bas normande. Oui. Et alors il y en a qui disent mais il est complètement dépassé. Oui, mais tous les gens qui manquent d'histoire et de géographie et de culture, ça fait beaucoup de monde, considèrent effectivement que ce sont des choses qu'on peut dire parce qu'il n'y aurait plus d'identité. Effectivement, quand on ne sait plus ce qu'est l'identité, on prétend qu'il n'y en a pas. Mais moi, j'habite Caen et de mon bureau, je vois l'abbaye aux hommes à chaque fois que je me mets au travail. Et il y a 1000 ans, au moins, de culture à Caen et de présence.
Et M. Duron sait bien, il est spécialiste d'histoire médiévale. Enfin, on a depuis très longtemps ici sur Caen une façon de faire, de penser et d'être qui suppose que, effectivement, ça laisse des traces. On a parlé tout à l'heure, M. Buléon a parlé tout à l'heure des académies. Il a raison de dire que les académies ont été extrêmement importantes, que le XVIIe siècle à Caen a été magnifique. Jean-Louis Dumas, qui a été mon professeur à l'université à Caen, j'ai fait mes études à Caen, a fait un très beau livre qui s'appelait Vivre et philosopher au XVIIe siècle. Il a laissé une part importante aux académies à Caen au XVIIe siècle. C'est extrêmement important, la pensée qui se constitue à ce moment-là, même si avant, avec Lanfranc, par exemple, la théologie au moment de Guillaume le Conquérant, on a la présence de l'esprit à Caen. Donc je veux bien TGV, avion, proximité de la mer, comme dit Orelsan, il n'y a rien et ça ne bouge pas, c'est extraordinaire, quand on revient de Paris ça fait du bien. Je veux bien qu'on ait ce genre d'argument, mais il y a cette idée que l'esprit souffle. Ouais. Et c'est moi qui suis athée qui parle d'esprit, je peux d'autant plus en parler, parce que je ne crois pas que ce soit un esprit religieux, mais il y a une façon d'être, une espèce de puissance de camp qui va avec sa présence. Donc ça se sent, ça se ressent, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, du moins on peut expliquer qu'il y a des espèces de stratification depuis les Vikings jusqu'à aujourd'hui, avec des énergies, on a entendu ces énergies. Moi je ne déplore qu'une seule chose, c'est que ces énergies ne soient pas fédérées, mais elles existent. Mais est-ce que vous avez l'impression que la Basse-Normandie et la Haute-Normandie ont vraiment envie de se rapprocher ? Parce qu'il faut revenir au concret, là, moi je veux bien. Alors qui a envie je vous écoute, et qui n'a pas envie? C'est-à-dire qu'au départ, la discussion que j'avais avec Laurent, Laurent Bouvet me disait, mais moi j'étais pour le fait qu'il y ait deux Normandies, un peu comme Mauriac disait qu'il aimait tellement les deux, l'Allemagne qu'il aimait bien qu'il y en ait deux. Eh bien, au moment de la RDA et de la RFA, on pouvait se dire, il y a effectivement deux identités. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur la question de l'identité. Eh bien, il y a une géologie qui fait une géographie. Qu'est-ce qu'il nous dit comme bêtise? Il y a une géologie qui fait une géographie, qui fait une histoire, qui fait une métaphysique, etc. C'est pas rien. Il y a une vraie rivalité entre les deux pôles, quoi. Alors après, il y a des histoires qui sont différentes, mais ces histoires sont réunies et il y a effectivement une identité. Laurent parlait de la force et de la puissance qu'auraient les deux Normandies réunifiées, et je trouve qu'il avait raison, il m'a convaincu et je suis toujours convaincu. Je suis simplement convaincu aussi du fait que nous devons jouer notre histoire et que l'incapacité dans laquelle nous sommes à nous vendre et à vendre ce que nous avons été, je parle d'histoire, on pourrait parler de la Révolution française, il y a un schéma jacobin qui est un schéma qui fait la loi aujourd'hui en France. Parce que la Révolution française qui a gagné, c'est la Révolution de Robespierre et que c'est Montagnard, Jacobin, etc. et qu'on a décapité les Girondins en disant ils étaient de droite, ils étaient monarchistes, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. Et l'un des centres du fédéralisme français, c'était Caen. Wim Fem, par exemple, qui s'occupe théoriquement des armées fédérées, n'a pas de nom de rue à Caen. J'ai vérifié, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de statue de Guillaume le Conquérant, par exemple. Il y en a une de Duguesclin, qui est un breton. Il y a une statue de Jeanne d'Arc, Haute-Normandie, elle est juste devant chez moi. C'est bien que Jeanne d'Arc soit là, etc. Mais je me dis, il faudrait presque une Normandie Pride, qu'on ait une espèce de fierté qui nous permettrait de dire, mais cette identité normande, dont je disais tout à l'heure qu'ils étaient dépourvus de culture, disaient qu'elle n'existait pas parce qu'ils sont hors sol, cette identité normande, elle s'enracine dans l'histoire. Et si nous faisons l'histoire de la Normandie, l'histoire de Caen, il n'y a pas que Guillaume le Conquérant et le 6 juin 1944, il y a cette idée qu'on peut résister au centralisme jacobin en proposant une autre conception de la République qui sera une République fédérative, une République fédérée. On n'est pas de droite pour autant, c'est simplement dans la logique robespierriste qu'on peut le penser. Et donc, on doit pouvoir aujourd'hui dire que ce schéma qui a dominé, parce que Robespierre a gagné d'une certaine manière, malgré Thermidor, et que l'historiographie française au XXe siècle, elle est massivement, jusqu'à Furet, dominée par Mathias et Soboul, qui sont des communistes et qui nous font une lecture robespierriste de la Révolution française. Si on fait une lecture de la Révolution française qui tâche d'être objective, il y a un rôle extrêmement important qui est à donner aux Girondins, et Caen a joué un rôle majeur. Nous pourrions d'ailleurs rejouer ce rôle aujourd'hui pour être positif. Moi, j'ai eu l'idée d'un parlement des idées, en me disant, mais il ne faut pas qu'on se quitte. Là, on est tous ensemble, on entend des gens, et chacun fait un tas de choses, etc. Puis on va tous repartir chez nous. Il faudrait une espèce de parlement des idées qui nous permettrait de dire, maintenant, on va se fédérer, déjà, nous, intellectuellement. Et puis faire savoir, peut-être deuxième hypothèse, avec des signatures qui permettraient de réconcilier la droite et la gauche, avec des signatures politiques, de faire une tribune dans le monde, je peux obtenir ça, je pense, qui nous permettrait de proposer cette idée, parce qu'avec Philippe Cléris et Bienvenue en Normandie, nous faisons un séminaire sur la Normandie depuis un petit moment à l'Université populaire, de proposer
qu'on puisse penser le schéma des régions autrement que comme il est pensé, c'est-à-dire sur le modèle jacobin. Le modèle jacobin, c'est un homme, un chef. Emmanuel, tu vas pouvoir faire quelques dessins, je pense. Un homme, un chef qui décide dans un lieu et qui nous dit, etc. On songe évidemment à Laurent Fabius, oui, mais il y a des gens Rouen, qui ont plus d'influence que d'autres. Mais on le voit, il y en a qui reviennent plus souvent que les autres dans les dessins. Là, hein. Oui, mais si nous fédérons, nous pouvons disposer d'un pouvoir en disant mais il y a une possibilité de penser la réunification avec des régions qui fédéreraient. Je pense que la Bretagne est intéressée aussi par ce type de proposition. Je pense que la région du Nord aussi est intéressée parce que d'un seul coup on dit il y avait 2 villes, il y avait 3 villes, il y avait 2 ou 3 pôles et d'un seul coup il n'y en aura plus qu'un. C'est-à-dire les 2 autres vont disparaître au profit d'une décision jacobine. Et si nous disions pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas les 3 avec une possibilité qui, pour le coup, un parlement des idées qui deviendrait un autre parlement de la pensée ou de la réflexion, nous permettrait de répartir les choses, en disant faisons les choses en répartissant pour éviter qu'il y ait un lieu, un personnage, une décision, toujours jacobine, qui nous ferait dire que effectivement, la Normandie, elle devrait obéir d'une certaine manière à un homme et à quelques-uns de ses Oui, alors que là, dans l'immédiat... On va parler de répartition des pôles de compétences, hein, c'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. Alors vous êtes plutôt pour Caen, capitale régionale, ou Caen, préfecture de région? Parce que c'est ça qu'on va dire, hein, et c'est ce qu'on entend. Alors vous me posez cette question-là, ça veut dire que vous restez dans le logiciel jacobin? C'est ce que je dis, oui, je savais que vous alliez me rétorquer ce genre. Bon, oui. Ma réponse c'est ça, c'est qu'on peut se battre contre le logiciel jacobin pour une espèce de logiciel fédéral ou fédératif ou fédéraliste. Et puis si on a perdu, à ce moment-là, on envisagera. On peut envisager les choses avec des compétences que moi je n'ai pas. C'est-à-dire que je préférerais Caen, et tout à Caen. Si vous voulez que je sois jacobin, c'est tout à Caen, voilà. Mais si on ne peut pas être, c'est parce qu'on n'aurait pas pu être fédéral ou qu'on n'aurait pas pu fédérer d'une certaine manière. Moi je souhaiterais qu'avec le peu de temps qu'il nous reste, on puisse fédérer d'abord avec une proposition qui serait visible nationalement et qui pourrait intéresser les autres régions, et puis ensuite montrer qu'on est capable de s'entendre. Il n'est pas normal que par exemple, on ait un grand festival et que ce grand festival ne soit pas aidé, et que pendant ce festival, d'autres choses aient lieu, etc. Donc c'est probablement parce qu'on ne se parle pas. C'est probablement parce qu'on ne se rencontre pas. C'est probablement parce que les bureaucraties sont lourdes, les administrations sont lourdes, les gens sont injoignables. J'y vois plus ça que des questions de mauvaise volonté. Alors quand vous dites tout ça aux politiques, ils vous écoutent. Ils disent, bah oui, vous avez raison, ça semble tellement évident ce que vous dites. Mais c'est la première fois que Joël Bruno m'invite qu'un politique me demande mon avis. C'est la première fois. Ah bah, bien. Parce que quand je le donnais à Argentan, ça n'intéressait pas. Et quand vous le donniez à Argentan, vous écoutez? Argentan, on ne me demandait pas mon avis, je le donnais. Et quand je le donnais, ça fâchait le maire. Et dans mon village natal, on ne me demande pas mon avis. Quand je le donne, ça fâche le maire. Et il y a d'autres... il faut fâcher les gens parfois pour faire avancer les choses. Je trouve très bien que Joël Bruno, qui sait quelles idées politiques sont les miennes, mais je pense qu'on devrait pouvoir faire des choses avec l'université populaire à Caen. Et je dis mais c'est très bien. J'ai fait savoir récemment que je préférais, moi qui étais un homme de gauche, des idées intelligentes de droite plutôt que des idées imbéciles de gauche, ce qui a fait dire à certains imbéciles de gauche que j'avais tort. Bon, mais si ça peut se faire... C'est vrai que ça a fait causer, hein. Certains, ça en a fait causer certains. Oui. Mal informés eux aussi et qui considèrent qu'ils n'ont pas... Enfin, peu importe. Mais si l'on peut se parler, faire des choses, se voir, créer non pas des comités théodules et des trucs bidons, mais se rencontrer vraiment et fédérer les talents. Moi, je suis preneur. Je veux dire, l'université populaire est preneuse. Je peux le dire, Philippe Cléris est là, mais il est au courant de toute l'histoire de la Normandie, il a des idées, il réfléchit depuis un certain temps, et je pense qu'on pourrait très bien imaginer un parlement des idées qui serait une force de proposition, où les gens pourraient venir, écouter, parler, et dire, nous, sur le terrain, de la cuisine, de la culture, de la danse, du théâtre, etc., de l'imprimerie, effectivement, ou de l'édition. On a des éditeurs ici, dans cette région. Tous ces gens-là pourraient se retrouver et se parler. Voilà et il vous reste quelques mois pour les convaincre. Mais oui. Vous êtes convaincus dans la salle ou pas? Merci en tous les cas. C'est moi. Merci d'être venu nous voir. Dans quelques instants, on va parler du rayonnement sportif. C'est important également pour la région. Et en guise de transition, plein feu sur les courants de la liberté dont on va parler dans quelques instants.
Le rayonnement sportif, c'est effectivement très important pour la région. Et on va en parler tout de suite avec Xavier Gravelaine, le directeur général du Stade Malherbe, que je salue et que je retrouve avec plaisir. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Xavier a passé 16 saisons sur les pelouses, il a porté plusieurs maillots et non des moindres, dont ceux de l'OM, du PSG et de Caen. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le projet sportif de votre équipe? On parle beaucoup du centre de formation, hein. Ça c'est important. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, c'est pour ça que je suis revenu dans cette belle Normandie, et basse Normandie. Quand on revient une troisième fois, en général, on s'installe effectivement, c'est mon vœu. Et c'est parti d'une discussion après avec le président à partir du centenaire. Ça a commencé fin 2013, début 2014. On faisait un état des lieux entre vieux combattants. Et on s'est dit pourquoi pas se lancer dans un projet. Jean-François Fortin le souhaitait énormément. Un projet social, éducatif et sportif, basé sur la régionalisation, ce qui est le cas. Donc nous avons discuté et nous sommes tombés d'accord. J'ai arrêté beaucoup d'activités pour ça. Pour ça, ouais. Et effectivement, on va partir, ça a été validé, sur un projet, une première phase 2015-2020, basé sur la Normandie, sur le Stade Malherbe de Caen. Ça dépasse les frontières de l'agglomération. Hein. Ça va dépasser les frontières, parce qu'automatiquement, on a été engagé pour mettre en valeur tout ce qu'on a cité, tous les intervenants, de mettre en valeur la région caennaise et la région bas-normande, qui va être une grande région, puisqu'elle va disparaître au nom de la Normandie. Donc, mais l'objectif, c'est de faire une marque. Et une marque, nous avons plein d'atouts. Mont-Saint-Michel, les plages, le mémorial, plein de choses, Deauville, tout dans le monde. Bien sûr. Mais au niveau sportif, c'est le seul endroit où on peut venir à Dornano, qu'on soit de droite, de gauche, où tout le monde s'entend autour d'un verre. Et je crois que c'est bien de se parler et de faire une grande marque. Et Caen mérite ça. Il y a 25 ans, on a eu la chance de faire une fois la Coupe d'Europe. Et l'objectif, c'est dans les 10-15 ans à venir, c'est de faire un club, stabiliser un club pour une région. Et automatiquement, on a besoin de tout le monde. Mais revoir la Coupe d'Europe à Dornano, pour ceux qui ont connu Venoy, c'est l'objectif principal. Avec un peu plus de Normands dans l'équipe. On aimerait bien, les Bretons aimeraient 11 Bretons, les Corses aimeraient 11 Corses. Nous sommes dans une c'est pas région... un problème normand, ça. Hein, non, c'est un autre problème. Mais l'objectif, effectivement, c'est d'avoir des jeunes pousses. Et des jeunes pousses de plus en plus nombreuses dans l'effectif normand. Et pour ça, il faut du temps. Et pas obligatoirement que de l'argent. Il faut avoir des idées. Et unissons-nous. Je crois qu'on a beaucoup d'armes. Et je crois que le football, qui est le sport numéro 1 au monde, est fédérateur. Et je crois que tout le monde a intérêt à être main dans la main pour faire non seulement un grand club, et puis une grande région de sport, ça l'est aussi, et surtout une grande région. Et la Normandie devra, à mes yeux, moi qui ai beaucoup voyagé, devenir plus ambitieuse. Et ambitieuse, on a beaucoup de talent, mais il faut le faire savoir. Et on va essayer de faire savoir avec le Stade Malherbe. Quand vous jouez, quand vous êtes sur le terrain et que vous êtes avec l'équipe, vous avez conscience qu'il y a toute la Normandie qui pousse avec vous, là? Il ne faut pas les décevoir. Hein. On l'a vu ces derniers mois, puisqu'on a traversé un gros orage, comme vous le savez, on va revenir dessus. Et après, il y a une belle éclaircie. Hein, il y a une belle éclaircie. Il est évident qu'il faut finir le travail. Mais je crois que l'avenir se veut avec un radieux soleil. Et l'objectif, c'est de faire une académie normande, mais basée à Caen, et des vrais jeunes pousses qui arrivent dans les années à venir et qui fassent une vraie marque normande et cannaise. Vous pensez que les politiques sont conscients du rôle des sportifs au niveau d'une région? C'est le DG ou c'est l'homme qui parle? Non, mais bien sûr, on va dire, c'est obligatoire. Mais je pense aussi, il n'y a pas que le Stade Malherbe, il n'y a pas que la Ligue 1. Je pense qu'il y a aussi le sport en général. Bien sûr. Je crois que c'est. Oui, mais il faut toujours une équipe phare. Hein. Il le faut. S'il n'y a pas de leader, on a du mal à suivre. Effectivement, et en premier lieu, dans le projet, c'est de stabiliser ce club en Ligue 1. Ce qui est dur économiquement quand on a très peu de budget. On va se battre avec d'autres armes, mais je crois que je reste persuadé que moi qui ai beaucoup voyagé, qui ai fait de nombreux clubs, et même fait l'Angleterre, où j'ai connu avec une mentalité totalement différente, je crois qu'on se rapproche de nos amis anglais. Donc on est une entreprise de spectacle, il faut développer et attirer beaucoup de choses et beaucoup de gens. Et je crois qu'au-delà du foot, il y a aussi tout le sport amateur à côté qui doit se rallier au foot professionnel que le Stade Malherbe. Voilà. Merci Xavier, bonne fin de championnat, il va falloir se bagarrer, hein. On est derrière, on pousse. Hein. Il reste combien? 4 matchs? 4 ou 5? Oui, 4 matchs, mais si on perd à Nice, on a le joker, c'est Chonu. Je crois que la dernière solution, ça sera d'inviter Chonu dans les vestiaires pour mettre un peu de sourire
faut marabouter Lyon, hein, parce qu'il y a Lyon qui vient derrière aussi. Oui, ça va être une belle fête. Il faut venir à Stade parce que ça va être la fête. Ah ouais. Pour remercier tous les Normands qui nous ont soutenus. C'est bien. Il ne faut pas se rater ce soir-là. Hein. Non. Non, ça va être bon. Allez, on l'encourage très fort. Merci. Alors tout de suite, d'autres témoignages. On va donner la parole à Yves Martin, qui est président des Courants de la Liberté. On a vu les belles images tout à l'heure. Il est là. Alors, vous nous rappelez ce que ça représente, hein, cet effort en images, là. Schématiquement, c'est un festival de course pour tous. Il y a plus de 30 000 participants. Plus de 30 000 participants sur 3 jours, 3 000 enfants, 20 000 femmes. Vous avez vu tout à l'heure, c'est une ambiance extraordinaire. C'est la deuxième course féminine en France et les Courants de la Liberté sont le premier événement sportif en France, en province, après les événements parisiens. Les chiffres de participation donnent le vertige, hein, c'est le cas de le dire. Il faut rappeler. Oui. Ouais. C'est des chiffres qui donnent le vertige et qui progressent tous les ans. On pourrait presque dire, des problèmes de riches, puisque tous les ans, la progression est là et il faut arriver à la contenir. Et on voudrait bien arriver à accepter plus de concurrentes, notamment pour les femmes de La Roche-en-Belle, mais on y travaille, puisque c'est une œuvre qui est quelque chose qui permet de reverser, puisque les femmes, par leur engagement, nous permettent de participer à la recherche et à la lutte contre le cancer du sein. Et en l'espace de 8 ans, nous avons versé 750 000 € et nous reverserons cette année encore 140 000 € à la recherche. Remarquable. Et on peut dire qu'à travers vos courses, vous mettez en avant les valeurs du territoire aussi, hein. Oui, il y a de la générosité, mais il y a des valeurs. Il y a de la générosité, il y a un engagement de beaucoup de bénévoles, et puis il y a aussi un engagement pour représenter ce territoire. On le fait sur un week-end, le sport et l'histoire. On est très attaché, au sein du comité d'organisation, on est très attaché à ce territoire, à cette ville. On est pour beaucoup originaires de la région, ou même pour beaucoup de Caen. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ça n'existe pas, sans polémiquer, ça n'existe pas en Haute-Normandie. Et depuis maintenant quelques années, il y a un pont. Et les Hauts-Normands viennent courir chez nous et on s'en réjouit. Ils viennent beaucoup dans vos courses, ouais. De plus en plus, avec bien. les Bretons, c'est pour vous dire. Ah, c'est parfait. Bah, ça sera le mot de la fin, c'est bien. Merci. Merci.